Eh bien, bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir le docteur Rivera, qui est oncologue radiothérapeute, chef du service A de Gustave Roussy, ce qui veut dire qu'elle est en charge de la radiothérapie du sein. Bonsoir et merci d'être là. Donc, vous clôturez notre semaine sur la radiothérapie où nous avions fait le choix d'avoir des mini-sessions par indication ou bien plus transverses sur la gestion des effets secondaires. Merci infiniment, merci pour votre patience. On a commencé un peu en retard parce qu'on était un peu en retard à la précédente. Et donc, je vais laisser… Alors, juste un mot. Les questions, Laure et moi allons vous les remonter. Donc, pour les participants qui souhaitent, il y a l'onglet questions sur lequel vous pouvez poser les questions. Je vois qu'il y en a déjà une, à la seule condition, bien évidemment, qu'elle soit d'ordre général, car cette webconférence n'a pas vocation à être une téléconsultation. Et donc, pour toute question relative à votre santé, celle d'un proche, nous vous engageons à vous rapprocher de votre équipe médicale qui est la seule habilitée à répondre à vos questions. Voilà, et bien très bonne webconférence. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et que vous ayez sélectionné ces thématiques sur la radiothérapie parce qu'effectivement, je trouve qu'on en parle quand même relativement peu. Et pourtant, j'espère expliquer à travers mes diapositives que c'est un élément majeur du traitement des cancers, en particulier du cancer du sein. Première partie en fait de cette présentation, elle est juste pour introduire un petit peu la radiothérapie. Alors je sais qu'il y en a qui ont participé aux autres conférences, donc il y a des choses qui vont peut-être être un petit peu redondantes. Je vais essayer d'aller assez vite. Et puis si jamais ça va trop vite pour certains, surtout on aura du temps pour discuter après, donc vous n'hésitez pas à me faire revenir sur les éléments que vous souhaitez. Donc la radiothérapie, en fait, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est de la thérapie par la radio, donc par les rayons. Donc, c'est le traitement par les rayons. Ces rayons, en fait, ce sont de l'énergie qu'on va déposer dans la matière. Donc, on va envoyer les rayons sur la zone à traiter et ces rayons vont déposer de l'énergie. Ce sont des rayons X le plus souvent. Donc, ce sont des rayons qui sont du même type que ce qu'on utilise pour faire une radio ou un scanner. Donc, bien évidemment, on ne sent rien au moment où on fait la radiothérapie. Néanmoins, on dépose de l'énergie et avec l'accumulation des séances, il y a une accumulation de cette énergie. Et donc ça peut entraîner des effets que l'on ressent et que l'on va voir, notamment dans le cas de la radiothérapie du sein. Ce dépôt d'énergie dans la matière, eh bien, finalement, va interagir avec les molécules qui sont en nous. Et il faut savoir qu'on est tous constitués à plus de 80% d'eau. Donc, ces rayonnements vont essentiellement rencontrer de l'eau. Et l'eau, eh bien, c'est une molécule qui est H2O, chimiquement. Et quand l'énergie vient se déposer sur ces molécules d'eau, eh bien, ça va entraîner ce qu'on appelle un arrachement des électrons de la couche périphérique et donner des molécules qui vont être instables, très réactives chimiquement et qui vont pouvoir interagir avec les autres molécules au voisinage et avec les cellules au voisinage et notamment avec les cellules de la zone qui reçoit les rayons, donc de la zone que l'on cible par la radiothérapie. Et en déposant cette énergie, grâce à ces radicaux libres, on va induire des cassures au niveau des brins d'ADN de ces cellules, et donc en particulier des cellules tumorales. Et la grande différence entre les cellules tumorales, donc les cellules cancéreuses et les cellules précancéreuses et les cellules normales, c'est que les cellules cancéreuses ou précancéreuses, elles ont du mal à réparer ces cassures dans les brins d'ADN, et donc elles vont être tuées par la radiothérapie, alors que les cellules saines, eh bien, elles vont être capables de réparer les dommages éventuels causés par les rayons et donc de cicatriser, de réparer, de se reconstituer, de se régénérer. Donc, on va avoir un effet différentiel, en fait, entre les cellules cancéreuses ou précancéreuses qui, elles, ne vont pas pouvoir réparer, vont mourir, vont être éliminées, et les cellules saines qui, elles, vont pouvoir réparer. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive par la radiothérapie à se débarrasser d'une tumeur sans se débarrasser, si j'ose dire, du bonhomme qu'il y a autour. Donc, pour la radiothérapie du sein, eh bien, on va utiliser essentiellement une radiothérapie en situation post-opératoire ou adjuvante, c'est-à-dire une fois que la tumeur a été retirée. Alors, il y a quand même quelques exceptions où, dans certains protocoles bien spécifiques, on peut faire la radiothérapie avant la chirurgie ou même pendant la chirurgie, mais ça reste des indications plus limitées. Donc, je vais vous parler vraiment des grosses indications les plus fréquentes. Et puis, dans la discussion, encore une fois, on peut revenir sur les autres situations.
Donc, deux grands types de radiothérapie en post-opératoire pour le sein. C'est la radiothérapie externe, celle qui est délivrée par une machine de radiothérapie qui va envoyer les rayons. Et pour aller cibler le sein ou les ganglions ou la paroi thoracique après une mastectomie, eh bien, le rayon va traverser la peau et aller déposer son énergie à l'endroit voulu, donc dans notre volume cible. Et puis, il y a une autre technique qui est la Curie-thérapie, qui nous vient de Marie Curie, qui est en fait une technique qui consiste à placer une source radioactive dans le volume que l'on veut traiter ou au contact du volume que l'on veut traiter. Et donc ça nécessite la mise en place de petits cathéters qui nous permettent d'envoyer la source à l'intérieur de la zone à traiter. Et donc, c'est l'image que vous avez en bas avec ces petits cathéters implantés dans le sein. Alors, ça reste des indications très spécifiques et le plus souvent, on utilise la radiothérapie externe. Donc, globalement, les étapes pour un traitement de radiothérapie pour un cancer du sein, eh bien, c'est avant tout la consultation où on reprend en fait les éléments, je dirais, d'histoire de la maladie, le type de tumeur, l'indication de radiothérapie, pourquoi on propose ce traitement et où on va, avec le patient, décider du traitement à faire. Bien évidemment, ce traitement, il ne peut pas être fait contre la volonté des gens. Je veux dire, les gens, il faut qu'ils viennent en radiothérapie. On ne va pas aller les chercher chez eux de force. Donc, il faut qu'il y ait, je dirais, un accord mutuel, une décision partagée entre le médecin et le patient sur les choix qui sont faits pour faire cette radiothérapie et pourquoi on l'a fait. Et puis, une fois que cette consultation est faite, eh bien, l'étape suivante pour le patient ou la patiente, ça va être l'étape du scanner de simulation ou scanner dosimétrique. En fait, c'est un scanner qui va nous permettre d'acquérir des images du volume à traiter, mais aussi des organes à protéger en position de traitement. Alors, c'est là que c'est un peu difficile de faire avec la caméra et de ne pas être en face de vous, mais globalement, si mes bras sont très hauts ou si mes bras sont très bas, mes seins ne sont pas à la même hauteur. Et donc, bien sûr, si d'un jour sur l'autre, je ne suis pas dans la même position, eh bien, mon volume et mes faisceaux qui sont calculés pour arriver à un endroit précis risquent d'arriver à côté de la zone que je suis censée traiter. C'est pourquoi ce scanner de positionnement, ce scanner de dosimétrie, il est essentiel et il va piloter toute la radiothérapie derrière. Donc, on va prendre notre temps pour bien définir la position de traitement. Vous voyez sur la photo, on a ces petits appuis-bras bleus pour bien définir la position dans laquelle on cale le bras. Et puis, on va faire des marques à la peau. Alors, ça peut être selon les centres, des marques avec des feutres ou de la peinture, ou alors des petits points de tatouage. C'est vrai que nous, à Gustave Roussy, on utilise plutôt les points de tatouage parce que ça ne s'efface pas. Et donc, on est sûr de ne pas avoir de modification pendant le traitement. Il y a des centres qui préfèrent utiliser le feutre ou la peinture parce qu'effectivement, ça va s'effacer et donc ça ne laissera pas la marque du point de tatouage après le traitement. Mais l'inconvénient, c'est que ça peut être un peu moins précis pendant le traitement. Donc nous, on a fait le choix des points de tatouage et c'est vrai qu'aujourd'hui, après le traitement, les dermatologues peuvent, si jamais ça gêne, sur le plan esthétique, les faire disparaître au laser. Enfin, il faut savoir, alors c'est pareil, là c'est très difficile de... Non, je ne vais pas arriver à vous montrer, j'ai un petit grain de beauté entre les doigts et c'est vraiment comme un tout petit grain de beauté. C'est vraiment quelque chose de très discret. Donc, une fois qu'on a fait ce scanner et qu'on a bien défini la position de traitement, eh bien, le patient va rentrer chez lui et c'est là que, pour nous, l'étape de contourage et de dosimétrie commence. C'est-à-dire que sur le scanner, coupe par coupe, on va dessiner la zone que l'on veut traiter et tout ce qu'on veut protéger. Et ça, on verra à la fin de ma présentation, on a fait des progrès considérables là-dessus en termes d'homogénéité de contourage, avec maintenant des recommandations internationales sur lesquelles il y a eu un très gros effort de la communauté médicale, oncologique et radiothérapeutique pour se mettre d'accord sur la façon de contourer et faire des traitements qui soient homogènes. Et puis, on a aussi l'intelligence artificielle qui aujourd'hui nous permet de gagner beaucoup de temps et beaucoup de reproductibilité sur ces contourages et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, contourage, ça veut dire on dessine coupe par coupe sur le scanner l'ensemble des volumes à traiter et les volumes à protéger. Et ensuite, le dossier part en physique médicale où les dosimétristes et les physiciens vont calculer sur la base de la prescription faite par le médecin comment délivrer la dose que le médecin souhaite délivrer. Donc, si on dit au physicien ou au dosimétriste qu'on veut 50 gray en 25 séances, eh bien, sur le sein, eh bien, le physicien va calculer comment placer les faisceaux pour traiter au mieux le sein et protéger au mieux le poumon, le cœur en arrière, pour délivrer la dose sur la zone souhaitée.
Et puis ensuite, il va y avoir une validation conjointe par le médecin et le physicien ou le dosimétriste. Et puis, une fois qu'on est arrivé au meilleur compromis et qu'on a validé cette dosimétrie, alors la dosimétrie est envoyée sur le poste de traitement. Le patient va être reconvoqué, va être repositionné exactement dans la même position qu'au scanner et on va faire des images qu'on va matcher, qu'on va superposer en fait avec les images de scanner. Et si on n'est pas parfaitement superposé, on va déplacer le patient pour arriver vraiment à être superposé et à bien cibler en fait la zone de radiothérapie conformément à ce qui a été prévu. Et c'est uniquement lorsque cette validation est faite qu'on peut démarrer la séance de radiothérapie. Si pour une raison quelconque, on n'arrive pas à retrouver cette position, alors selon le type de cancer, en particulier en ORL, où les gens peuvent maigrir de manière rapide parce qu'il y a une modification de la forme, mais en scénologie, ça peut être aussi parce qu'il y a un petit lymphocèle qui s'est constitué sous le bras après une exérèse des ganglions et que du coup, entre le moment du scanner et le moment du début de la radiothérapie, il y a une modification de la forme et la position n'est plus la même. Et bien à ce moment-là, on est obligé de refaire le scanner et de refaire toutes ces étapes. L'important, c'est vraiment qu'au moment où on commence la radiothérapie, on soit parfaitement bien positionné pour bien cibler la zone que l'on souhaite traiter. Et donc, peu importe le temps que cela prend pour préparer le traitement, c'est vraiment des étapes qui sont essentielles. Et à partir de là, on va pouvoir démarrer la radiothérapie, chaque jour faire la même séance et faire des contrôles réguliers du positionnement en cours de traitement. Alors, les machines, du coup, c'est en PDF, alors on ne peut pas passer l'animation. Ça, c'est bien dommage. Alors, les machines de radiothérapie, en plus, j'avais plusieurs animations. Je n'avais pas pensé à ça. Les machines de radiothérapie ont beaucoup évolué avec le temps et je vous montrais là plusieurs photos, en fait, de machines de radiothérapie pour bien comprendre que ces machines sont passées de machines qui étaient capables de délivrer uniquement un faisceau dans une direction à des machines qui vont être capables de tourner autour du patient pour choisir en fait les meilleurs angles pour pouvoir traiter au mieux les volumes et qu'on a même des machines maintenant extrêmement sophistiquées comme la dernière photo qui est au milieu là, qui est le CyberKnife, qui non seulement peut tourner autour du patient mais peut aussi s'incliner dans de nombreux degrés de liberté pour optimiser en fait l'irradiation et adapter vraiment l'irradiation au volume que l'on doit traiter et arriver à faire des irradiations extrêmement précises. Alors, là, du coup, je peux vous montrer quelques exemples de ces machines et puis surtout, je vais vous montrer les progrès qui ont été faits, notamment avec ce qu'on appelle la radiothérapie guidée par l'image, en anglais IGRT, qui en fait est une radiothérapie qui non seulement va être délivrée donc, par l'appareil de radiothérapie, ici par la tête, je ne sais pas si on voit ma petite flèche, mais par la tête de l'appareil, mais aussi avec des bras sur le côté de l'appareil, c'est les bras dont on voit sortir le petit rayon vert là sur l'image de gauche, et ces bras sur le côté, en fait, ils permettent de faire une image en temps réel de la zone traitée, donc pour bien contrôler en temps réel que la zone traitée est bien la zone que l'on souhaite traiter. Il y a différents types de machines qui sont capables de faire ça. Les deux machines du haut sont des machines avec des tubes à rayons X qui nous permettent d'avoir l'imagerie embarquée. La machine du bas est ce qu'on appelle une tomothérapie et qui est en fait une machine qui comporte un scanner intégré à la machine de façon à pouvoir acquérir un scanner, une image scanner avant ou pendant le traitement pour recontrôler le positionnement du patient. Alors, on a également fait des progrès dans le contrôle du positionnement, y compris pendant la séance, et avec des images qui sont des images surfaciques. En fait, lors du scanner de simulation et lors des séances de traitement, on va avoir des caméras infrarouges qui sont fixées au plafond et qui vont balayer la surface du corps du patient. Et la surface va être recréée sous forme d'une image lumineuse, par exemple en vert ici. Et puis, à chaque séance, on va refaire cette image du patient. On va projeter l'image lumineuse théorique, celle du jour du scanner, qui est en vert, avec l'image de la surface du patient le jour J, qui, par exemple, peut être en rose.
Si les deux images sont parfaitement superposées, eh bien la surface du corps du patient va apparaître d'une couleur homogène. Si le patient n'est pas tout à fait dans la même position, parce que par exemple, il a respiré plus fort, alors les seins sont plus en avant, eh bien vous voyez là que les seins ne vont pas être colorés de la même façon. Et donc, on va pouvoir réajuster le positionnement du patient, y compris pendant la séance, donc soit avant, soit pendant la séance. Et on va avoir une surveillance continue pendant la séance avec la possibilité que si on sort des marges qui sont autorisées, eh bien la machine interrompt l'irradiation, on remet le patient dans sa position et on reprend l'irradiation. Donc ça, c'est l'imagerie surfacique qui est de plus en plus déployée. Elle n'est pas nécessaire pour toutes les indications, mais c'est vrai que ça peut être une aide, notamment quand on a des difficultés de repositionnement ou des patients qui ont du mal à tenir une position. Et puis, on a considérablement progressé aussi dans la protection des tissus sains. Il y a eu une idée toute bête, dont Cécile Lepéchou a parlé un petit peu pour les tumeurs bronchiques et tout ce qui est cancer thoracique, mais c'est vrai aussi pour le cancer du sein. Eh bien, c'est que quand on fait une inspiration profonde, si vous essayez de votre côté, j'inspire, eh bien, j'éloigne mes seins de ma paroi thoracique, de mon cœur, de mes poumons. Et donc, si vous regardez sur ces scanners, donc à gauche, vous avez une patiente qui est en respiration libre, c'est-à-dire qu'elle respire normalement pendant sa séance et pendant son scanner. Et vous voyez qu'en respirant normalement, elle a le cœur, qui est la partie colorée un petit peu en bleu léger au centre, assez proche et collé de la paroi thoracique et du sein à traiter qui est en vert. Et donc, vous voyez que les rayons qui sont matérialisés là avec les petits traits de couleur viennent toucher une partie du cœur, qui n'est pas une partie majeure, mais enfin quand même. Et puis, si jamais la patiente est en inspiration bloquée, c'est l'image qui est sur la droite, et bien, vous voyez que le fait de gonfler les poumons, ça a vraiment éloigné en avant le sein qui est maintenant dessiné en violet, du cœur qui est maintenant dessiné en rose, et que les rayons ne passent plus par le cœur. Donc, on a une réduction considérable de la dose au cœur simplement par cette technique-là. Et cette technique, vous voyez sur la petite photo, sur les deux petites photos au-dessus, elle est assez simple. On met des lunettes à un patient, un spiromètre pour pouvoir mesurer sa respiration et puis un pincelet pour pas qu'il souffle par le nez. Et puis le patient va inspirer, expirer, inspirer, expirer. Inspirer, c'est le petit trait rouge là sur l'écran et viser une zone d'inspiration dans laquelle il doit rester et tenir quelques secondes, le temps de délivrer la dose de rayon. Et on peut faire ça avec des blocages respiratoires d'une vingtaine de secondes, ce que la très grande majorité des gens arrivent tout à fait à faire sans entraînement majeur. Alors, voilà pour les progrès techniques, mais il y a eu aussi des progrès, je dirais, en termes de schémas de radiothérapie qui ont considérablement évolué ces dernières années, avec des schémas qui, globalement, vont vers de moins en moins de séances, des doses un petit peu plus fortes à chaque séance, ce qui fait qu'au total, on a la même efficacité, mais on a un traitement qui est moins lourd, moins contraignant pour les patients, avec moins d'allers-retours, et puis surtout avec des effets secondaires qui sont moins importants ou équivalents, mais en tout cas pas supérieurs. Alors, ces essais, je vais vous en rapporter quelques-uns. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de faire toute la littérature, mais simplement pour que vous puissiez comprendre la différence des indications et le fait qu'on va vers des traitements qui sont de plus en plus personnalisés en radiothérapie. Donc, bien sûr, c'est personnalisé puisque vous avez vu, sur chaque scanner, on va dessiner le volume qui correspond au patient en question, mais aussi, c'est de plus en plus personnalisé parce qu'on va utiliser des schémas différents. Historiquement, on faisait 50 grès en 25 séances sur 5 semaines pour tout le monde, plus ou moins un boost de 8 à 10 séances. Donc, ça nous faisait des traitements de 5 à 6 semaines et demie ou 7 semaines pour tout le monde. Et puis, les premiers à avoir remis ça en question, ce sont les Anglais et les Canadiens. Puis ensuite, il y a eu des études en Asie et des études en Europe, je dirais, continentale. Et toutes ces études vont exactement dans le même sens. Donc, ça nous montre vraiment le niveau de preuve, puisque tout le monde trouve les mêmes résultats. Donc, ça ne dépend pas de l'origine ethnique, du fait qu'on soit jeune ou vieux, gros ou maigre, etc. Et donc, je vous montre ici quelques-uns de ces résultats. Les études START, ce sont les études anglaises qui ont été publiées d'abord avec 5 ans de recul, puis avec 10 ans de recul, et qui ont concerné plus de 4000 patientes. Et ces études, elles ont comparé ce schéma de radiothérapie standard en 5 semaines à 6 semaines et demie à un schéma sur 3 semaines, et elles ont montré que ces schémas étaient tout à fait équivalents
et qu'en faisant une radiothérapie sur 3 semaines, on avait plutôt moins de toxicité et exactement la même efficacité. Alors, c'est ce que je vous montre ici sur les diapositives suivantes. Et puis ensuite, je vais vous parler de ces 2 derniers schémas de radiothérapie qui ont été publiés plus récemment avec 10 ans et 5 ans de recul et qui ont montré que dans certains cas, on peut faire une radiothérapie en 5 séances seulement, soit à raison de 1 séance par semaine, donc sur 5 semaines au total, soit à 5 séances sur une seule semaine, avec encore une fois la même efficacité et le même degré faible finalement de toxicité. Alors pour les études START, donc ces études anglaises, eh bien sans rentrer trop dans le détail, ici il y a les résultats à 10 ans qui ont été publiés dans le Lancet Oncology et qui montrent, alors je ne sais pas si vous arrivez bien à voir sur les diapositives, mais globalement que les courbes, elles se superposent et donc ça veut dire qu'on a exactement le même résultat pour les différents schémas de traitement testés, et notamment que le 50 Gray en 25 séances sur 5 semaines est tout à fait équivalent au schéma en 15 séances sur 3 semaines. Ça, c'est vrai en termes d'efficacité, c'est vrai également en termes de toxicité, puisque quand on regarde les patients qui ne présentaient pas de toxicité modérée ou marquée, vous voyez que les schémas 40 Gray en 15 séances sur 3 semaines font mieux. Il y a plus de patients qui n'ont pas de toxicité que dans le schéma 50 Gray en rouge en 25 séances sur 5 semaines. Mais vous voyez que de toute façon, dans les 2 cas, les toxicités modérées à marquées concernent une minorité de patients, puisque plus de 60-70% des patients n'ont pas de toxicité. Alors ensuite, ces études, elles ont concerné l'irradiation du sein seul, donc les situations où on n'a pas besoin d'irradier les ganglions. Donc, on s'est posé la question de savoir si c'était vrai aussi pour les patients et les patientes pour qui on a besoin d'irradier les aires ganglionnaires. Et ça, c'est la question qu'on a posée dans une étude française qui s'appelle l'étude Hypogée 01, à laquelle, vous voyez, sur la petite carte de France, ont participé de nombreux centres français et pour laquelle on a eu un taux d'inclusion qui a même dépassé ce qu'on espérait avoir. C'est dire si la question paraissait importante à la fois pour les patientes qui ont accepté de participer au protocole, leurs familles qui les ont soutenues et puis toutes les équipes à travers la France qui ont participé à cette étude. Et donc, cette étude, elle a concerné les femmes de plus de 18 ans qui avaient un cancer du sein T1 à T3 avec une atteinte ganglionnaire jusqu'à N3, mais aussi pour des patientes N0 dans des situations où il y avait une indication d'irradiation ganglionnaire. Et on a comparé le schéma classique sur 5 semaines au schéma des Anglais et des Canadiens dont je vous ai parlé pour le sein seul, mais cette fois-ci avec les aires ganglionnaires sur 3 semaines. Alors, on n'a pas encore les résultats définitifs de cette étude puisque le suivi est encore en cours, mais néanmoins, on a une première analyse des résultats aigus et cette analyse, elle est extrêmement intéressante. On l'a communiquée au congrès de l'ESMO, qui est le grand congrès européen d'oncologie en septembre. Et ce que j'espère que vous arrivez à voir sur les diapositives, c'est que à chaque fois, on a la radiothérapie hypofractionnée, donc celle sur 3 semaines qui est dans la première colonne, et la radiothérapie normofractionnée qui est dans la deuxième colonne. Les toxicités modérées à sévères, alors les toxicités sévères au-delà d'un grade 4, au-delà supérieur ou égal à un grade 4, il n'y en a pas du tout. Les toxicités marquées, c'est les toxicités de grade 3, vous voyez, c'est ce qu'il y a en vert, donc il y en a très peu et seulement dans certaines des colonnes. Les toxicités de grade 2, donc c'est des toxicités légères, elles sont en rouge, il y en a un petit peu plus. Et les toxicités en bleu, c'est les toxicités très légères. Et là, effectivement, c'est pas nul. Donc, on ne peut pas dire que la radiothérapie ne présente pas d'effets secondaires, ce serait faux. Mais par contre, c'est des effets secondaires qui sont très modérés. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette étude, c'est qu'on voit que pour chacune de ces toxicités, que ce soit le prurite, c'est-à-dire l'envie, les démangeaisons, l'envie de se gratter, les modifications de la coloration de la peau, l'œdème du sein, la douleur, la radiodermite, donc l'irritation, l'inflammation de la peau, les rougeurs de la peau, la fatigue, la gêne à la déglutition, l'essoufflement, tout ça est extrêmement modéré et à chaque fois moins marqué dans la radiothérapie sur 3 semaines par rapport à la radiothérapie sur 5 semaines. Et comme je vous le disais tout à l'heure sur mon petit schéma, eh bien les Anglais se sont posé la question de dire finalement est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'hypofractionnement? C'est-à-dire qu'on est passé d'une radiothérapie pour tout le monde en 5 à 6 semaines et demie à une radiothérapie en 3 semaines
pour une grande partie des gens. Est-ce qu'on ne peut pas même faire plus condensé et faire 5 séances seulement? Et donc, c'est la question de cet essai UK Fast qui a évalué 5 séances sur 5 semaines, donc à raison d'une séance par semaine, chez près de 1000 patientes de plus de 50 ans, avec un suivi de presque 10 ans. C'était des patientes qui avaient un cancer du sein de stade précoce, de bon pronostic, sans atteinte ganglionnaire. Et donc, on comparait ce schéma en 25 séances à 2 schémas en 5 séances sur 5 semaines. Et ce qu'on a pu voir, je vous ai passé toutes les courbes, mais je serais ravie de vous les montrer. Puis vous avez la référence de l'article si jamais il y en a qui veulent regarder. C'est un essai publié par le docteur Brunt dans le Journal of Clinical Oncology l'année dernière, en juillet. Eh bien, ce qu'on montre à 10 ans, enfin ce que les Anglais ont montré à 10 ans, c'est qu'il n'y a pas de différence significative en termes de toxicité quand on prend le schéma en 5 séances à la dose totale de 28,5 gray par rapport à 50 gray en 25 séances. Le schéma du milieu, qui était un petit peu plus dosé, lui, il est un peu plus toxique quand même. Donc, ce n'est pas celui qu'on retient. Celui qu'on retient, c'est vraiment 28,5 gray en 5 séances, une fois par semaine. Et les résultats à 10 ans en termes de risque de rechute locale, de décès par cancer du sein, ils sont tout à fait rassurants, avec très peu de rechute. Vous voyez, 1,2% de rechute à 10 ans, c'est vraiment extrêmement faible. Et donc, ces schémas semblent tout à fait comparables et équivalents en termes d'efficacité et de toxicité. Ensuite, les Anglais ont dit, très bien, 5 séances en 5 semaines à raison d'une séance par semaine, c'est bien, mais peut-être que de compacter tout ça et de faire ces 5 séances sur une semaine seulement, ce serait mieux parce qu'on serait plus rapidement débarrassé de la radiothérapie et on retournerait plus vite à notre vie quotidienne. Et donc ça, c'est la question posée par l'essai Fast Forward. Cet essai, il a été publié dans le Lancet en 2020 aussi. Et donc, c'était une étude qui a du coup tiré au sort les patientes entre le schéma qui était devenu entre-temps le schéma standard, donc le schéma en 15 séances, qui est notre standard actuel, versus 2 schémas en 5 séances, un petit peu plus dosé, un petit peu moins dosé, avec 5 séances sur une semaine. Et donc, ça a concerné une population de patientes bien plus large que l'essai précédent, puisque là, on a non pas les patientes seulement au-delà de 50 ans, mais les patientes des 18 ans pour des T1 à T3, N0 seulement. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'infos pour ces schémas-là concernant les patientes qui ont une atteinte ganglionnaire. Ça va venir dans les futurs essais. 4000 patientes et l'objectif principal, c'était le contrôle local à 5 ans. Et ce qu'on voit, c'est que avec ces 5 ans de recul, eh bien, le schéma à 26 gray en 5 séances sur une semaine n'est pas inférieur. Il est tout à fait équivalent au schéma 40 gray en 15 séances sur 3 semaines en termes de contrôle local, donc d'efficacité de la radiothérapie. Et en termes de toxicité, on a quelque chose qui est tout à fait similaire aussi. Donc ça, c'est quand même extrêmement rassurant et ça fait que aujourd'hui, on peut proposer ce schéma-là comme une option à nos patientes. Alors simplement, la majorité des patientes dans ces essais-là n'avaient pas de boost ou alors avaient un boost, c'est-à-dire un complément de dose sur le lit chirurgical qui était normofractionné, donc qui rajoutait en fait 8 à 10 séances. Donc en France, et en particulier à Gustave-Roussy, on a décidé d'implémenter ce schéma-là. Et à Gustave-Roussy, on a monté un programme qu'on a appelé la radiothérapie du sein en 5 jours, parce qu'en combinant en fait nos efforts d'organisation, l'utilisation de l'intelligence artificielle, le nouveau schéma des Anglais, eh bien, on a réussi à organiser les choses de façon à ce que le lundi matin, les patientes puissent avoir la consultation, dans la foulée, le scanner de radiothérapie. En utilisant des méthodes basées sur l'intelligence artificielle, eh bien, on a un pré-contourage qui est fait par le logiciel et puis qui ensuite est validé par 2 médecins. Puis la dosimétrie qui a été scriptée par nos physiciens, ce qui a permis de gagner beaucoup de temps dans la préparation de la dosimétrie. Et du coup, l'après-midi même, on peut réaliser la première séance de radiothérapie. Comme il n'y a que 5 séances, eh bien finalement, le vendredi, la patiente a terminé sa séance, elle fait sa consultation de fin de radiothérapie et elle rentre chez elle, elle a terminé sa radiothérapie. Alors ça, ce n'est pas encore applicable à tout le monde. Pour l'instant, les critères restent ceux de l'étude Fast Forward, donc des patientes atteintes d'un cancer du sein invasif qui ont été opérées, qui sont en exérèse complète avec des bonnes marges de sécurité pour un PT1 à T3 sans atteinte ganglionnaire, sans métastase,
pour l'instant pour des patientes de plus de 60 ans, et puis on élargira petit à petit, donc qui ne relève pas d'un boost ganglionnaire, qui ne relève pas d'un boost sur le sein, qui ne relève pas d'une irradiation ganglionnaire et qui n'ont pas de traitement de chimiothérapie en même temps que les rayons. Voilà. On a démarré il y a maintenant près d'un an et on a des retours qui sont extraordinaires de nos patientes et des équipes pour qui c'est également extrêmement stimulant de pouvoir implémenter des traitements qui facilitent la vie des gens et qui réduisent considérablement les listes d'attente avec, encore une fois, d'excellents résultats en termes d'efficacité et de tolérance. Donc, au total, pour ne pas prendre plus de temps et avoir un petit peu de temps pour la discussion, j'espère, je dirais que la radiothérapie, c'est un traitement majeur et essentiel pour la guérison des cancers du sein, que les techniques de radiothérapie, elles sont de plus en plus précises et sophistiquées, que le risque de toxicité, il est de plus en plus faible et aujourd'hui, il est quand même extrêmement limité, mais pas inexistant, et que les schémas de radiothérapie sont de plus en plus personnalisés avec de moins en moins de séances et de moins en moins d'effets secondaires pour une efficacité tout aussi forte. Et juste une dernière diapo pour remercier l'ensemble de ceux qui sont présents pour votre attention, le réseau pour son invitation et puis toute mon équipe avec notamment les manipulateurs radio, en particulier dans cette période Covid qui est particulièrement difficile, mes collègues du laboratoire qui ont aussi permis de développer toutes ces recherches et l'ensemble des gens qui soutiennent ces recherches par leurs dons. Toute l'équipe qui est en petite photo là sur le côté, qui a mis en place la radiothérapie en 5 jours à Gustave Roussy. Les collègues de l'espace rencontres et informations qui ont fait des petites vidéos que vous pouvez retrouver sur le site de Gustave Roussy où on détaille ce programme de radiothérapie en 1 semaine. Et puis l'équipe Unicancer qui travaille énormément pour que l'ensemble du territoire puisse bénéficier des mêmes techniques de radiothérapie. Et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation tout à fait passionnante, très pédagogique. On a appris plein de choses, on a évidemment plein de questions. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que on est complètement enthousiaste en fait d'entendre aussi ces progrès d'organisation avec ces propositions de séquences qui sont différentes. On est très nombreuses à avoir été soignées en au moins 5 semaines, encore aujourd'hui. Donc, la première question, c'est cette évolution des parcours vers un hypofractionnement, donc 3 semaines, éventuellement 5 jours. À quelle vitesse et comment ça va se déployer un peu partout en France? Parce qu'on comprend bien qu'il y a des études derrière pour s'assurer que c'est ce que vous nous avez montré. Des grands centres comme le vôtre sont pilotes dans leur application concrète, donc on voit que ça marche. On se doute bien pour les patientes que c'est libérateur d'avoir fait sa radiothérapie en 1 semaine. Maintenant, voilà, quels sont pour vous les enjeux et peut-être même comment Mon Réseau Cancer du Sein, d'autres associations peuvent participer à faire connaître ces options et dire aux soignants que ça nous intéresse. Je pense que c'est essentiel et qu'effectivement, il faut qu'on soit partenaire là-dessus parce que c'est comme ça qu'on va arriver à accélérer les choses. Alors, il y a un premier élément qui est que, bien évidemment, pour un centre pilote, je dirais c'est plus facile d'implémenter ces techniques-là parce que on a participé à leur développement, donc on les maîtrise bien. Donc, c'est des choses, c'est normal que ça commence par les centres pilotes. Mais on a aussi un rôle essentiel qui est de diffuser cette connaissance et c'est ce qui est fait sur les congrès internationaux, les congrès nationaux, la Société française de pathologie mammaire. Là, ce week-end, on a fait les référentiels de Nice-Saint-Paul-de-Vence qui sont des référentiels nationaux et sur le vote des experts, on a validé ces indications. Donc maintenant, c'est écrit dans les recommandations nationales qui vont être publiées prochainement. Donc ça va vraiment aider à ce que où qu'on soit en France, le médecin puisse s'appuyer sur ces recommandations pour dire que c'est quelque chose de validé. Maintenant, c'est vrai que l'INCa, donc l'Institut national du cancer, avait préalablement fait des recommandations pour les traitements du cancer du sein qui n'intégraient pas encore ces études-là et que le renouvellement des recommandations, ça se fait pas tous les jours et c'est tout un processus à mettre en œuvre, donc c'est un petit peu lourd. Et donc les prochaines recommandations de l'INCa qui vont sortir ont été faites en fait avant que ces études soient intégrées. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que ça veut dire qu'il va falloir attendre encore un renouvellement de ces recommandations-là pour que ça y figure. Donc, je pense que c'est important d'en parler
pour essayer de faire en sorte que le plus vite possible, on puisse actualiser ces recommandations de l'INCa. Et puis, il y a un sujet qui est un petit peu délicat, mais qui est lié en fait aux modalités de financement de la radiothérapie en France. Donc, c'est pas très politiquement correct, mais bon, je suis désolée, je pense qu'il faut l'aborder. Et puis, je pense que là aussi, on doit travailler ensemble. En France, la radiothérapie, elle est rémunérée à la séance. Et donc, c'est sûr qu'un traitement sur 25 ou 33 séances, ça rapporte beaucoup plus à un établissement de santé qu'un traitement en 5 séances. Et donc, c'est vrai que ça peut même mettre en difficulté le fonctionnement d'un établissement de santé si d'un seul coup, ses revenus sont divisés par 5, parce que le nombre de séances de radiothérapie est divisé par 5. Donc, c'est vrai que ça, c'est un frein en France à l'application de ces schémas hypofractionnés. Alors, on travaille beaucoup et depuis déjà quelques années, parce qu'on voyait arriver ces résultats, avec les différents ministères de la Santé qui se sont succédés, pour une tarification qui serait soit une tarification au forfait, c'est-à-dire que quel que soit le nombre de séances de radiothérapie pour un cancer du sein, finalement, ce qui compte, c'est de choisir le traitement le plus adapté, et donc l'hôpital est rémunéré, ou la clinique est rémunérée au forfait. Vous traitez un cancer du sein, vous êtes payé tant, peu importe le nombre de séances que vous faites. Ou alors, un système de rémunération dit à la qualité, avec des indicateurs de qualité. Et si on atteint ces indicateurs, c'est-à-dire dans telle indication d'un cancer du sein, il faut faire 25 séances, dans telle indication, il faut en faire 15, dans telle indication, il faut en faire 5, eh bien, si vous atteignez bien les critères de qualité, vous avez une prime ou vous êtes rémunéré. Voilà. Donc, tout ça est à l'étude au ministère de la Santé. J'espère que ça va aboutir vite. C'est vrai que dans une année d'élection électorale et de renouvellement, c'est à la fois un bon moment pour pousser à ce que ce soit pris en compte, et puis un moment où les gens n'ont pas forcément envie de faire des grands changements tout de suite. Donc, il ne faut pas désespérer, il faut en parler. Et juste pour rebondir sur ce point, parce que c'est vrai que c'est compliqué, je pense que si on tient un peu compte de l'expérience des patients, vous l'avez bien dit, la reprise de son quotidien, la reprise de l'activité professionnelle pour certaines, parce que c'est vraiment souvent après la radiothérapie qu'on peut envisager tout ça, la qualité de vie en général, les transports qui peuvent être aussi réduits, qui sont un coût très important pour notre système. Je pense que patientes et systèmes de santé peuvent aussi dire que voilà, ça peut mettre un petit peu d'arguments de plus. Alors, il y a aussi beaucoup d'autres questions sur notre réseau, notamment parce que, comme vous le savez bien, le cancer du sein, parfois, on va faire une chirurgie avec une reconstruction immédiate. Parfois, on va avoir une mastectomie, parfois, on va avoir une tumérectomie, parfois, on a un gros sein, un petit sein, parfois, on a un expandeur, et pour autant, on va quand même passer en radiothérapie. Et du coup, on n'a pas le temps ce soir de tout détailler. Peut-être qu'on pourrait refaire quelque chose autour de toutes ces différences, ces différentes situations. Mais globalement, est-ce que le sein va être, on va dire, transformé par la radiothérapie? Est-ce qu'il y a des précautions particulières en fonction des reconstructions? Alors, le sein ne va pas être transformé par la radiothérapie. Vraiment, on a de moins en moins de conséquences à type de fibrose. La fibrose, c'est une perte d'élasticité des tissus. Et c'est vrai qu'un tissu qui a eu de la radiothérapie, il a un risque de fibrose et donc d'être moins élastique. Alors, un tissu qui est moins élastique pour un sein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, je suis désolée, mais on a toute tendance avec l'âge à avoir les seins qui redescendent un peu. Un sein qui a été traité, d'abord, il est parfois un petit peu plus petit, donc un petit peu asymétrique. Et puis, petit à petit, s'il fibrose avec la radiothérapie, il va avoir tendance à se rétracter un petit peu. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir une asymétrie qui se majore avec le temps sur 5, 10, 15, 20 ans, et sans limite dans le temps, en fait. Ça, c'est vrai, quel que soit le type de chirurgie, que ce soit une tumorectomie ou une mastectomie avec reconstruction, et quel que soit le type de reconstruction. Quand on a une reconstruction avec prothèse ou avec expandeur, la radiothérapie, elle augmente modérément, mais elle augmente quand même un petit peu le risque de coque, donc de fibrose autour de ce corps étranger qu'est la prothèse ou l'expandeur. Et donc, encore une fois, ce risque, il est de plus en plus faible, mais il n'est quand même pas nul. Parfois, ça peut entraîner effectivement une asymétrie qui, petit à petit, avec le temps, est plus marquée et qui peut nécessiter une réintervention chirurgicale si la patiente le souhaite pour corriger cette asymétrie. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des commentaires qui disent que c'est passionnant. Alors, effectivement, c'est passionnant. Il y a même
plein d'idées justement pour, en période électorale, pousser les choses comme l'or avec les transports. Il y avait une question entre vous avez évoqué la curithérapie et la radiothérapie. Alors, on a eu la chance d'avoir le professeur Chargari qui est venu nous parler de la curithérapie et de la radiothérapie dans les cancers du col notamment. Le replay est à disposition, mais peut-être que ce soir, vous pourriez aussi nous dire la différence et quelles sont les indications. Dans quel cas l'indication de curithérapie, quel cas radiothérapie? Alors, très majoritairement, on utilise la radiothérapie externe. En revanche, on peut quand même utiliser la curithérapie dans certaines indications, alors notamment pour faire ce qu'on appelle de l'irradiation partielle du sein. C'est-à-dire que dans des situations où il y a des toutes petites tumeurs très localisées dans le sein, sans atteinte ganglionnaire, eh bien, on sait que le risque de récidive, il est essentiellement à l'endroit où se trouvait la tumeur au départ. Et donc, on va pouvoir placer des gaines, des petits cathéters de curithérapie dans le lit chirurgical, à l'endroit où se trouvait la tumeur, pour irradier uniquement cette partie-là du sein. Ça, c'est le cas, donc encore une fois, pour des petites tumeurs. Ça peut parfois être le cas aussi lorsqu'on a une récidive localisée dans un sein qui a déjà été traité. Et dans certains cas, ça permet comme ça de proposer un deuxième traitement conservateur lorsqu'il y a une récidive dans le même sein et pas nécessairement de faire la mastectomie en cas de récidive. Et puis, il y a une autre indication pour la curithérapie qui est le boost. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, mais le boost, c'est un complément de dose. En français, on dirait plutôt une surimpression. Un complément de dose qu'on délivre à l'endroit où se trouvait la tumeur parce que, selon l'âge, selon les caractéristiques de la tumeur, on va vouloir irradier la totalité du sein et délivrer un complément de dose à l'endroit où se trouvait la lésion au départ. Ce complément de dose, il peut être délivré par radiothérapie externe et ça nécessite 8 à 10 séances supplémentaires de radiothérapie. Aujourd'hui, il y a des schémas où on peut faire 5 séances supplémentaires de radiothérapie, mais avec la curithérapie, on peut le faire en une seule séance ou en 2 séances. Donc, c'est vrai que ça peut être une technique qui peut permettre de raccourcir, là aussi, le traitement de radiothérapie. Cette implantation des gaines, elle peut se faire sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. Et puis, il faut, ça ne peut être fait que dans un service qui dispose de la curithérapie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, le nombre de services qui disposent de la curithérapie est quand même limité, quoi. Alors, une question importante, quand on a eu une radiothérapie pour son cancer du sein localisé et que malheureusement, on a une récidive dans ce sein, est-ce qu'on peut réutiliser la radiothérapie ou pas? Alors, tout dépend de la dose qui a été reçue, pas tellement par le sein, mais beaucoup par les organes à risque en dessous. Donc, c'est vrai que si c'est une récidive sur un sein traité il y a déjà de nombreuses années, les techniques de radiothérapie n'étaient pas les mêmes et donc on peut avoir déjà reçu des doses au poumon ou au cœur qui sont limitantes et qui font qu'on va recommander plutôt une mastectomie pour éviter d'avoir à refaire une radiothérapie. Si c'est des traitements plus récents, alors il faut regarder la dosimétrie et voir combien on a de marge. Mais parfois, on est limité parce qu'on pourrait redélivrer une partie de la dose, mais si on délivre qu'une partie de la dose, ce n'est pas suffisant à contrôler la maladie. Donc, dans ce cas-là, il faut effectivement choisir la meilleure option qui peut être la mastectomie. Et puis, il y a des situations où effectivement, on peut réirradier de manière partielle, soit en radiothérapie externe, soit justement avec la curithérapie. Alors, une question en fait de Delphine, notamment qui s'inquiète un peu, puisqu'on voit qu'on peut réduire le nombre de séances avec la même efficacité, que d'ailleurs la toxicité a l'air d'être équivalente, voire diminuée. Est-ce que si on a un schéma de 5 semaines, voire 5 semaines plus boost, donc plutôt 6 semaines, on peut s'attendre à plus d'effets indésirables ou en gros, en général, comment gérer les effets indésirables sur la peau, notamment sur le sein, les rougeurs est-ce que vous pouvez nous rappeler les conseils spécifiques pour le sein, sachant qu'on a un replay d'une session sur vraiment les problèmes plus importants avec Isabelle Fromentin. Mais juste vos recommandations en général. Alors, effectivement, c'est bien important de dire que, par exemple, dans les situations où on a une atteinte ganglionnaire chez des femmes de moins de 50 ans, le schéma recommandé, c'est encore le schéma de 25 séances sur 5 semaines avec un boost qui peut être délivré sur 1 semaine et demie. Donc, c'est vrai que toutes les femmes qui ont un cancer du sein, malheureusement, ne peuvent pas encore bénéficier de traitements plus courts.
L'important, c'est bien de savoir que ces traitements, ils sont tout aussi efficaces, donc il n'y a pas de perte de chance, hein, y compris quand on fait des traitements plus longs. Et puis, effectivement, on a l'impression que c'est la même toxicité ou un peu moindre, mais encore une fois, quel que soit le schéma, la toxicité, elle est relativement modérée. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus comme toxicité quand on fait un schéma sur 5 semaines avec un boost? C'est un peu plus de fatigue parce qu'il y a plus d'aller-retour. Enfin, ça reste une fatigue qui n'empêche pas d'avoir ses activités sociales, de s'occuper de sa famille. Ou, voilà. Simplement, il peut y avoir des coups de barre, on peut avoir besoin de faire une petite sieste l'après-midi, on peut être un peu fatigué, parfois c'est un peu limitant pour pouvoir reprendre son travail, mais ce n'est pas quelque chose qui vous transforme et qui fait que vous n'êtes plus vous-même et que vous êtes épuisé. Enfin, voilà. Au niveau cutané, effectivement, il peut y avoir un peu plus de rougeur de la peau. Encore une fois, la différence, elle est relativement modérée, hein, et c'est surtout des grades 1 et des grades 2. Donc, ça veut dire des rougeurs de la peau, avec éventuellement la peau qui pèle un petit peu, parfois des légers suintements, mais pas plus que ça. Ce n'est pas les grandes brûlures de la radiothérapie qu'on a pu décrire historiquement, hein. Ça, c'est vraiment des choses très, très exceptionnelles. Si jamais ça survient, il faut absolument, bien sûr, voir son oncologue radiothérapeute et avoir des prescriptions adéquates. Alors, quand même, pour éviter ou minimiser le risque de toxicité, on recommande des choses finalement assez simples, hein, c'est d'avoir une bonne hygiène corporelle. Ça veut dire utiliser des savons plutôt sur gras, pas de gel douche exotique, parfumé, tagada de soins là, qui irait irriter la peau. Hein, c'est pas le moment d'aller tester des nouveaux produits sur la peau traitée pour pas risquer une allergie. Pas de déodorant du côté traité pour pas que ça vienne couler sur le sein ou dans la zone irradiée. Pas de crème avant la séance de radiothérapie. Hein. Si on a besoin de crème parce que la peau rougit, c'est à mettre après la séance de radiothérapie à distance le soir. Porter plutôt des matières naturelles au contact de la peau. C'est pas le moment d'aller mettre, alors là en hiver c'est un peu difficile, mais les gros damarres synthétiques qui viennent faire de l'électricité statique qui irritent la peau. Il vaut mieux mettre du coton tout simple au contact de la peau, un petit maillot de corps, un petit t-shirt, un débardeur. Voilà. Et puis pareil, en termes de soutien-gorge, le plus simple, c'est soit pas de soutien-gorge, soit une brassière, en tout cas pas un soutien-gorge avec armature qui vient frotter sous le sein et irriter et appuyer sous le bras, etc. Quelque chose de confortable et qui soit pas irritant. Voilà, pareil, pas de parfum sur la peau traitée, hein, on peut mettre du parfum à distance, mais pas sur la zone qu'on est en train d'irradier. Madame Rivera, merci beaucoup. On a largement dépassé, mais comme quoi la radiothérapie est un sujet qui est assez peu connu du grand public et très utilisé parce qu'il y a à peu près 200 000 nouveaux patients tous les ans qui sont traités par radiothérapie, d'où l'importance justement de ces webconférences et d'avoir des médecins qui viennent nous expliquer avec autant de précision et de simplicité les choses. Merci infiniment. J'espère qu'on a pu répondre à la majorité des questions. Et puis le replay sera bien sûr disponible comme tous les replays qui ont été faits durant cette semaine. Qui sont déjà sur la chaîne YouTube de Patients en réseau. Merci infiniment. Très bonne soirée à toutes et tous et à bientôt. Merci, Dr. Rivera. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Au revoir.